Environnement, est-il impossible de se mettre d'accord sur le nucléaire? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bernard Accoyer. Bonjour, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012, directeur de l'association Patrimoine nucléaire et climat. Vous publiez une affaire d'État, la tentative du sabordage du nucléaire français. Et en face de vous, Marine Tondelier, bonjour, vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Je le disais, l'énergie est bien entendu au cœur de l'actualité et elle était également au cœur de l'Assemblée nationale qui a voté hier le projet de loi sur les énergies renouvelables, un projet de loi dont nous a parlé Jean Lémarie hier dans son billet politique. Un mot sur ce projet de loi qui a donc été adopté, Bernard Accoyer, et puis peut-être aussi votre sentiment sur ce qu'il contient. Juste une petite mise au point, je ne suis pas directeur de Patrimoine nucléaire et climat, je suis président, parce que c'est une association qui est fondée sur le bénévolat, totalement étanche de tout autre financement que celui de ses adhérents. C'est-à-dire pas de financement lié donc au secteur du nucléaire. Nous l'interdisons, c'est-à-dire tout financement provenant de quelque entreprise que ce soit, ou évidemment subventions, ministère ou je ne sais quoi, c'est complètement étanche. Sur la loi, le projet de loi qui est en navette maintenant, sur l'accélération du développement des énergies renouvelables, personnellement, je pense qu'il est assez curieux qu'avant de décider de l'accélération des énergies renouvelables ou d'ailleurs de l'énergie nucléaire, on n'ait pas d'abord fait le bilan de la situation, les raisons qui ont conduit à devoir justement réajuster ce qui avait été conduit comme politique depuis quelques années et que l'on peut résumer simplement à un changement de cap politique qui a consisté depuis 20 ans à cesser d'investir dans le nucléaire en France et ensuite depuis 10 ans à vouloir en réduire la part dans le mix électrique, avec évidemment, à partir du moment où on ne prévoit pas de renouveler les réacteurs en fin de vie, à terme, la sortie du nucléaire. Or, s'il y a une chance pour notre pays, c'est bien d'avoir développé une filière qui est reconnue dans le monde entier, avec ses 220 000 emplois, hautement qualifiés, quel que soit le job de ceux qui la constituent, parce que c'est un avantage avant tout climatique, et la France a de ce côté-là des émissions de CO2 par habitant qui sont les plus basses d'Europe avec celles de la Suède. Elle a également elle a eu un avantage compétitif parce qu'elle disposait d'une électricité fiable et bon marché. Et tout cela, au fil du temps, on a vu le prix de l'électricité augmenter de 50% depuis une dizaine d'années. Et maintenant, on est en difficulté quant à disposer de l'électricité dont on a besoin. Et on voit que son prix a explosé. Donc, d'abord, un peu de rationalité aurait certainement été utile. Ensuite, sur le projet de loi en question, je pense qu'il est bien entendu intéressant. Néanmoins, il y a trois problèmes à mes yeux. La distance des mâts par rapport aux riverains, qui reste de 500 mètres. Des mâts d'éoliennes. Les mâts d'éoliennes, oui, bien sûr, qui, de surcroît, ne font qu'augmenter en hauteur avec les évolutions technologiques. Ça, c'est un problème préoccupant. On a le même problème pour l'éolien offshore, qui est une technologie beaucoup plus intéressante que la technologie terrestre pour des raisons, effectivement, de riverains, de voisinage, de dégradation des paysages. Et là, on reste à une distance qui est, à mon avis, quand même insuffisante. Et enfin, quelque chose dont on a assez peu parlé, qui s'appelle les communautés d'énergie renouvelable, qui instaure quelque chose qui me préoccupe, qui est un lien financier entre les promoteurs et les exploitants d'énergie renouvelable et les collectivités locales et les riverains. Alors c'est une atteinte évidemment à la péréquation tarifaire nationale, qui est un principe de solidarité extrêmement fort en France, qui fait que l'électricité coûte le même prix pour le consommateur qui habite au pied d'un barrage que comme celui qui habite au centre d'une grande métropole ou au fin fond d'une partie particulièrement peu aménagée, très rurale. Donc voilà, c'est les 3 points qui me paraissent discutables. Et je pense que ce lien financier
pourrait conduire un peu à ce que l'on a vu avec la grande distribution, les surfaces, les autorisations de grande surface. Pourquoi ? Parce que les maires donc, vont se trouver intéressés par l'installation financièrement pour leur collectivité, l'installation d'éoliennes. Et comme tout le monde sait que les collectivités sont en ce moment étranglées sur le plan de leurs recettes, que les charges augmentent, donc les maires pourraient considérer que, ma foi, c'est un moyen comme un autre d'avoir des recettes supplémentaires parce que l'exploitant versera de l'argent à la commune, subventionnera telle ou telle association, ce qui évidemment est heureux, mais enfin c'est quand même un petit peu ambigu. Marine Tondelier. Eh bien, écoutez, évidemment que les énergies renouvelables, c'est très important. Je pense qu'on est dans ce pays, dans un dogme du nucléaire qui est une passion française, une passion unique dans le monde d'ailleurs, qui nous a aveuglés et fait prendre beaucoup de retard. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on sera d'accord avec monsieur, c'est ça, c'est qu'on a pris du retard sur le nucléaire. Vous le déplorez. Moi, je pense que, c'était inéluctable, et 2, c'est sûrement pas de la faute des écologistes, c'est la filière elle-même qui s'est mise en difficulté. Je pense qu'on en débattra tout à l'heure. Et donc, on veut, évidemment, si on veut sortir du nucléaire, il faut à la fois de la sobriété, pas de sobriété subie. De toute façon, celles et ceux qui subissent la sobriété dans ce pays existent déjà. De la sobriété organisée qui fait qu'elle n'est pas subie, mais qu'elle est source de prospérité, de mieux vivre, et qu'elle est émancipatrice, c'est-à-dire qu'on a accès à d'autres transports, qu'on a les moyens d'isoler son logement et qu'on vit mieux en dépensant moins d'énergie et qu'on supprime tout ce qui est inutile, les panneaux publicitaires lumineux, etc. Les énergies renouvelables, on voit bien que c'est dans le sens de l'avenir. D'ailleurs, dans le monde aujourd'hui, il faut savoir que les investissements dans les sources de production d'énergie, c'est 75% dans le monde pour les énergies renouvelables et seulement 4% dans le nucléaire. On voit bien que l'une est une énergie d'avenir, l'autre une énergie du passé, dans laquelle finalement seuls quelques Français continuent de croire dans le monde. Et donc sur ces énergies renouvelables, il y a des objectifs clairs en France. On les a fixés avec la Commission européenne. La France s'était engagée pour 2022 à avoir 23% de part de renouvelables dans sa production d'électricité. C'est un objectif auquel nous étions engagés, et on dit parfois que les Verts font de la désobéissance civile et que c'est mal, mais l'État français désobéit chaque jour sur la qualité de l'air, sur le climat, etc. et notamment sur les énergies renouvelables, puisque en 2022, notre objectif était de 23%, nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas l'avoir respecté, nous étions à 19%, là où l'Allemagne est à 50% aujourd'hui. Donc oui, il faut accélérer sur les énergies renouvelables, et le gouvernement a accompli un exploit, celui de faire en sorte que nos parlementaires, nos députés écologistes étaient amenés hier soir à s'abstenir sur un projet de loi portant sur les énergies renouvelables. Et donc, il faut que vous nous expliquiez pourquoi. Je vais vous donner quelques exemples très simples, parce que c'est un projet de loi très technique, il faut le dire. Exemple très simple, au Sénat. Alors le Sénat, il y a des très bons sénateurs écolos, mais c'est pas réputé pour être le lieu de l'écologie en France. Au Sénat, ils avaient mis dans le texte une obligation de poser des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments commerciaux, donc les supermarchés par exemple, et industriels, les services publics, les hôpitaux, les lycées, les gymnases. C'était une mesure bonne qui aurait accéléré le développement du renouvelable. Elle a été supprimée à l'Assemblée. Nous, on est aussi attentifs à ce que le renouvelable ne se fasse pas n'importe comment. Notamment, on voit des grands projets aujourd'hui portés par des gens comme Engie, on pourrait penser que ce sont des gens sérieux. Aujourd'hui, en Gironde, il y a un projet de ferme solaire qui imposerait de raser 1000 hectares de forêt. Donc c'est 1200 équivalents de terrain de foot pour mettre une ferme photovoltaïque. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, si on les mettait sur les toits des supermarchés, ça irait mieux. Donc voilà le paradoxe qui fait que pour l'instant, on ne peut pas voter ce texte. Justement, par rapport à ça, Marine Tondelier, c'est intéressant parce qu'on parle souvent du lobby nucléaire et des moyens dont il dispose pour influencer l'opinion, mais on commence aussi à parler du lobby des énergies renouvelables, par exemple avec les éoliennes, et on explique que cette industrie, qui est une industrie puissante, une industrie d'avenir, vous l'avez expliqué, a aussi les moyens de financer un certain nombre de relais d'opinion pour faire peser dans le débat public en faveur de ces solutions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense que... C'était aussi ce que sous-entendait d'ailleurs M. Accoyer il y a quelques instants avec l'autorisation donnée aux maires de livrer des surfaces. Alors aujourd'hui, dans le texte qui sort de l'Assemblée, c'est pour ça qu'on s'est abstenu aussi. C'est pas une abstention définitive, c'est une abstention d'un peu de pression sur la deuxième lecture. Il va falloir nous convaincre. Mais notamment aujourd'hui, les communes, dans le texte qui a été voté à l'Assemblée, ont quasiment un droit de veto sur le développement d'éolien. Ça, c'est un problème aussi. Mais sur le lobby des énergies renouvelables. Écoutez, nous, on ne peut pas nous reprocher ça.
on a une position constante sur le sujet depuis le début. Et même la lutte dont on parle, anti-nucléaire et pro-renouvelable, est préexistée au vert. C'est-à-dire que c'est les mouvements anti-nucléaires qui, après, se sont constitués en parti écologiste. Il est vrai que dans plein de secteurs, c'est valable pour la qualité de l'air, c'est valable pour la décarbonation. Au moment où ça devient à la mode, parce que dans les consciences françaises et mondiales, on voit qu'on va dans le mur, donc les gens se posent la question, il y a des dispositifs qui sont mis en place, et donc il y a de l'argent potentiellement à se faire. Et dans ces cas-là, dès que le marché, dès que le libéralisme s'empare d'un sujet, il le salit, on le sait, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas les écologistes qui utilisent ces méthodes. Et quand je vous parlais, par exemple, du grand projet de ferme solaire qui imposerait de raser 1000 hectares en Gironde et qui est porté par Engie, je veux dire, ce n'est pas nous la conception qu'on a. D'ailleurs, on se bat contre. Tout comme pour l'éolien. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France où on voit des projets comme mécaniquement, par certains décrets, 3/4 du territoire national est exclu des endroits où on peut poser des éoliennes. Évidemment, elles se retrouvent toutes au même endroit et dans des projets qui parfois sont en dépit du bon sens. Nous, ce qu'on porte chez les écolos, on a été à Saint-Père-du-Retz, notamment dans un projet porté par Valorem. Ce sont plus de sites plus petits, coportés avec les habitants du territoire, qu'ils soient associés au cofinancement s'ils le souhaitent, qu'ils puissent utiliser, et du coup pour moins cher, l'électricité qui est produite par ces éoliennes. Et on le fait à taille humaine, de manière participative. Et d'ailleurs, le maire du village avait fait une étude sur les conditions d'acceptabilité de ces projets et ont montré en fait que c'était la manière de faire accepter. Et d'ailleurs, les gens en général, au bout de quelques années, se rendent compte que c'était bénéfique pour tout le monde et demandent à pouvoir mettre d'autres mâts d'éoliennes. C'est ça que nous souhaitons. Monsieur Accoyer, même chose sur le lobby nucléaire. Quand il y a autant d'argent dans les lobbies, alors je vais vous laisser évoquer l'existence respective. Quand il y a autant d'argent en jeu des deux côtés, parce que les énergies renouvelables aujourd'hui, cela représente également des intérêts importants, comment y voir clair? Comment réussir à avoir une vision qui n'est pas seulement une opinion, qui n'est pas seulement en fonction d'intérêts industriels, mais en fonction de réalités scientifiques? Je vais commencer par une question. C'est qui le lobby nucléaire? Où est-ce qu'on le voit sur les plateaux de télévision, sur les matinales? Entendez-vous des industriels, des gens venir dire vive le nucléaire, développons le nucléaire? Non. En France, on a plutôt le nucléaire honteux. Mais c'est en tout cas une opinion qu'on a le droit d'exprimer en démocratie. Oui, mais on parle toujours du lobby du nucléaire, mais moi je veux les voir. Je veux voir à quel moment ils financent qui. Alors, à l'inverse, oui, il y a un dossier considérable sur lequel la presse d'investigation pourrait consacrer du temps, ce serait passionnant. C'est le lobby des énergies renouvelables. Il est omniprésent. Il est omniprésent à Bruxelles. Alors, j'en ai un peu parlé, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de cela avec Marine Tondelier. Il est omniprésent en France. Il est à l'intérieur même des ministères. Il est parfois financé par nos impôts, par des subventions de la part de ministères en direction d'associations. Marine Tondelier n'est évidemment pas d'accord. Dans les Hauts-de-France, c'est l'inverse. 170 000 euros. Parlons maintenant du lobby nucléaire, parce que je l'ai interrogé sur... Vous m'interrogez sur un lobby, je vous dis oui, c'est un lobby extrêmement... Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de lobby nucléaire pour vous, monsieur Accoyer? Non, il n'y a pas de lobby constitué nucléaire. Non, il n'y en a pas. Et je vous demande, moi, il faudra que Madame Tondelier me donne des indications, parce que je les attends. En tout cas, par contre, il y a des liens financiers qui sont officiels entre des grandes ONG qui défendent dans leur statut l'environnement et des entreprises, des grandes entreprises qui développent les énergies renouvelables. Je sens que vous voulez plus me parler du lobby des énergies renouvelables. Mais parce que je vais attendre que Mme Tondelier me parle du lobby de l'énergie nucléaire. Encore une fois, vous avez... par exemple, un institut qui s'appelle l'Office franco-allemand, l'OFAT, de la transition énergétique, abrité par le ministère de l'Environnement. Il est de droit allemand. Toutes les grandes entreprises qui évoluent dans le secteur industriel des renouvelables figurent. Tout ça, en fait, le lobby, il a tellement des énergies renouvelables, il a tellement pignon sur rue qu'on ne le voit plus. Alors, et je vais un petit peu plus loin, parce qu'il y a aussi des liens financiers. Non, je n'aimerais pas passer malgré tout trop de temps sur la question du lobby. Parlons-en. Donc, alors, on a bien compris, monsieur Accoyer, que vous soupçonniez l'existence d'un lobby de Je ne soupçonne pas, il est extrêmement puissant, je l'affirme. Marine Tondelier. Marine Tondelier,
Non, mais moi, je suis élue régionale dans les Hauts-de-France où Xavier Bertrand a quand même fait voter, enfin même pas fait voter, c'était un vote bloqué en commission permanente, vous savez ce qui se passe à huis clos, pour donner 170 000 € pour structurer une fédération anti-éolienne dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire que c'est de l'argent public. D'ailleurs, on a fait un recours qui sera jugé bientôt au tribunal administratif, parce que c'est pas possible. Marine Tondelier, ne compliquez pas tout, ne parlez pas du lobby anti-énergie renouvelable. Répondez à Bernard Accoyer sur le lobby du nucléaire. Le lobby du nucléaire, c'est pas une personne avec une association. Bonjour, je suis le lobby nucléaire, c'est ici ma permanence. Vous en faites partie, mais c'est pas grave, c'est pas une insulte. Votre association fait partie du lobby nucléaire. Monsieur Jean Covici, qui en est un porte-parole naturel avec sa BD, avec ses approximations qui ont été épinglées, ses intox, ses procédés rhétoriques, en fait partie, et c'est pas grave, il a le droit. Beaucoup de hauts fonctionnaires d'ailleurs au ministère, ce lobby était très installé. À EDF, ils en reviennent. On a le droit d'avoir des opinions, on n'a pas le droit d'être stipendié. Est-ce que vous soupçonnez les uns les autres d'avoir des financements ou bien officiels ou bien officieux pour défendre le nucléaire? Je les soupçonne de mentir. Je pense que le lobby nucléaire, dans ce pays, et ses porte-paroles naturels mentent. Ils mentent depuis des années, ils mentent allègrement et ils trichent, y compris l'autorité de sûreté du nucléaire nous dit que EDF lui a menti. Et ce que je veux terminer par dire, c'est que dans n'importe quelle autre filière de France, ils auraient fait ça, ils seraient en prison. Falsification de certificats, etc. Et donc, je pense qu'à un moment, il faut le dire sereinement. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Par contre, le syndicat des énergies renouvelables, ça existe. Il a pignon sur rue. Mais au moins, c'est officiel et transparent. C'est la différence. Était précédemment à l'ADEME, qui est un organisme officiel. Et sérieux. Il est passé président, personne n'a rien dit. Aujourd'hui, vous avez au cabinet de RTE l'ancienne membre du syndicat des énergies renouvelables. Vous avez France Énergie Éolienne. Et c'est un délit de tout ça ? Non, mais c'est un laissez terminer Bernard Accoyer. Bon, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On a traité de la question des lobbies. J'aimerais vous entendre sur un certain nombre de points concrets relatifs au nucléaire. La sûreté nucléaire, qui est la première préoccupation des Français. La rentabilité du nucléaire, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Après tout, il faut du nucléaire, mais est-ce véritablement avantageux ? La question des déchets, qui est une question qui revient sans cesse. Donc, ces 3 points qui constituent en quelque sorte l'armature du débat autour du nucléaire. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors qu'en France, nous n'avons jamais autant parlé d'énergie. Il est un sujet qui, depuis des décennies, électrise le débat, le nucléaire. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bernard Accoyer. Vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Vous présidez l'association Patrimoine nucléaire et climat. Vous publiez Une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français aux éditions Hugo Doc. En face de vous, Marine Tondelier, vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Le débat sur le nucléaire, on peut le résumer notamment autour de 3 points. La question de la sûreté, la question de la productivité, de l'efficacité de cette manière de produire de l'énergie, et puis enfin la question des déchets. Sur la question de la sûreté nucléaire, votre point de vue, Marine Tondelier? Je ne vais pas vous donner mon point de vue à moi, je vais donner parce que moi je suis écologiste, donc on va dire que je suis dans un lobby, je vais vous donner celui de l'autorité de sûreté du nucléaire qui fait référence en France pour le garantir et dont les présidents successifs reconnaissent qu'ils ne peuvent pas garantir aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque autour du nucléaire en France. Ce sont eux qui le disent et pour ces raisons, et parce qu'un risque sur nucléaire, ce n'est pas n'importe quel risque, c'est un risque majeur que si chaque Française et chaque Français connaissait parfaitement, n'aurait pas envie de courir. Pour ces raisons, nos voisins en Europe décident de se passer du nucléaire, prennent des engagements forts, un par un. Et j'entends du coup l'argument favori de mes collègues du lobby nucléaire qui disent du coup les centrales à charbon allemandes. La vérité, c'est que l'Allemagne qui a décidé de renoncer au nucléaire à partir de cette année, et cette année à 49% d'énergie renouvelable et sera en 2050 à 80%. Et pendant ce temps-là, a massivement baissé sa consommation de fossiles. En 2011, ils étaient à 56%, ils sont aujourd'hui à 40%. Donc dire ils sortent du nucléaire parce que le charbon, je sais pas quoi, c'est faux. Ils sortent du nucléaire en faisant plus de renouvelables et moins de charbon. C'est comme ça qu'on démonte cet argument qui ne repose sur rien. Et donc vraiment, il y a un souci de sûreté et on peut sortir. Ceux aujourd'hui qui vous disent on n'a pas le choix, c'est sauver le climat
ou sortir du nucléaire, on ne peut pas faire les deux, sont les mêmes qui nous disent sur les retraites, on n'a pas le choix, soit vous travaillez plus longtemps, soit vous avez moins de pension. Ils oublient toujours qu'il y a une autre solution. Non, mais c'est un parallèle intéressant. La vérité, c'est que par la sobriété, qui n'est pas une sobriété subie, je le rappelle, mais vraiment d'autres modes de consommer qui sont plus justes, plus équitables et plus épanouissants, on peut sortir du nucléaire, sauver le climat, avec un peu de sobriété, mais surtout beaucoup d'énergie renouvelable. C'est possible et ça nous préserve d'un risque majeur. Moi, j'ai été traumatisée par une rencontre avec le Premier ministre japonais du moment de Fukushima qui avait fait une tournée en France, qui était un pro-nucléaire convaincu à peu près autant que M. Accoyer et qui a vécu cette nuit d'horreur. En disant, moi, tout ce en quoi j'avais foi comme ingénieur s'est effondré en une nuit, là où plus personne ne répondait, où le système était hors de contrôle, et y compris les panneaux de commande où on pouvait appuyer sur les boutons pour déclencher les systèmes de sécurité, étaient corrodés par l'eau de mer qui avait envahi la centrale, et on ne pouvait même plus déclencher les systèmes de secours. Il a vu ce truc s'effondrer, et il est devenu un militant acharné du pro-nucléaire, mais un militant, pas d'un lobby, mais de l'expérience et de cette nuit qui l'a terrorisé, et qui, je pense, doit le hanter encore beaucoup aujourd'hui. Bernard Accoyer, est-ce que c'est votre destin? Écoutez, j'entends Marine Tondelier, elle utilise l'argument des antinucléaires, dont elle a dit tout à l'heure quelle était la raison d'être du mouvement écologiste, c'est l'instrumentalisation des peurs. Fukushima, il n'y a pas eu de mort liée au nucléaire. C'est le tsunami qui a fait les morts. L'UNSCAR, qui est une émanation de l'ONU, l'a démontré, enfin, a fait l'enquête qui le démontre. Ensuite, elle évoque le cas de l'Allemagne. C'est intéressant parce que, en fait, la priorité, c'est quoi ? C'est la lutte contre le climat et c'est la sûreté. Quelle est la méthode pour produire de l'électricité qui est la plus, ou plutôt celle qui produit le moins de CO2 ? C'est le nucléaire, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. De surcroît, le nucléaire fonctionne tout le temps, alors que les énergies renouvelables fonctionnent seulement 20% du temps. La moitié des réacteurs étaient fermés à l'automne. La moitié. 20% du temps. Ce qui veut dire qu'il faut installer des puissances énormes pour produire l'électricité, mais en plus, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil quand on est dans une période anticyclonique. Quant à l'Allemagne, elle a investi 600 milliards d'euros, parce que pour des raisons politiques, afin qu'il puisse y avoir une grande coalition entre la CDU et les Verts allemands, qui sont très radicaux sur la sortie du nucléaire, eh bien, ces 600 milliards font que, malheureusement, la production d'électricité aujourd'hui est essentiellement due au charbon, et le bilan carbone, parce que c'est ça qui compte, et je voudrais le dire, parce qu'il faut réconcilier le nucléaire et les énergies renouvelables, le bilan carbone de l'Allemagne se dégrade. Et ce qui pose un problème environnemental et de santé, ce sont les énergies fossiles. Un bilan climatique effrayant, un bilan santé. Il faut savoir que le développement du nucléaire depuis 40 ans, pendant 40 ans, dans le monde, à la place du fossile, ça a évité 2 millions de morts. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation sans fondement scientifique qui est une contre-vérité. C'est une instrumentalisation au service d'une idéologie antinucléaire. Et qu'on veuille ou non, et j'apprécie la personnalité de Madame Tondelier, il y a une priorité, c'est le climat. Alors, votre priorité, Madame Tondelier, est-ce de sortir du nucléaire, c'est-à-dire d'aller vers du charbon et du gaz, ou bien est-ce vraiment d'utiliser l'outil que la France a su développer beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire le nucléaire. Alors, on a désinvesti dans le nucléaire depuis 20 ans. On a décidé de vouloir, sous la pression d'ailleurs de l'écologie politique radicale, sortir du nucléaire. Oui, c'était le cas de l'Alliance en 97, où Lionel Jospin a fermé sous la pression des Verts les réacteurs de 4e génération. La France avait 20 ans d'avance. Les ingénieurs sont partis à l'étranger. Je vais dire 2 mots de la 4e génération. Rapidement. C'est quand même important parce que la France est le pays qui a la plus grande expérience dans ce domaine. Or, c'est le nucléaire durable. Donc, c'était ça qu'il fallait abattre de la part de l'écologie politique. Même chose lorsque, en 2012, François Hollande fait alliance avec les Verts. Le deal, c'est il faut fermer Fessenheim, ce qui va construite sur une faille sismique, ce qui ruine évidemment financièrement et qui va coûter les yeux de la tête. On pourra en parler longtemps. Ensuite, et qui est remplacé par des centrales à charbon. Va vous répondre, Bernard. Par des centrales à charbon en Allemagne. Moi, je vous ai répondu sur le climat avant. Sur Fukushima, l'argument de Bernard Accoyer qui consiste à dire qu'il n'y a pas eu de mort. Et puis 2 millions de morts parce qu'on n'a pas fait de nucléaire. Il faut arrêter en fait. Non, c'est pas 2
respecter. Et quand je vous ai répondu juste avant en disant arrêtez de nous dire c'est les sorties du nucléaire ou climat, c'est faux. On peut faire en même temps les scénarios de RT le montrent, les études sérieuses Négawatt le montrent. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La tentative de sabordage du nucléaire français. Vous avez raison, cette filière est sabordée, mais pas par les écologistes. Elle s'est auto-sabordée. L'EPR de Flamanville, c'est pas des écologistes qui font que c'est un fiasco. C'est une filière qui n'arrive plus à faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Sur l'EPR de Flamanville, rappelez-vous, on nous avait dit ça va coûter 3,7 milliards, ce sera opérationnel en 2012. Nous sommes en 2023, on sait toujours pas quand ça va ouvrir. On en est à 20 milliards. C'est quand même pas de la faute des écologistes. Donc ça, c'est la question de l'efficacité du nucléaire, qui est une question sur le climat, importante. Qui est très importante, parce qu'on nous dit aujourd'hui, pas de panique pour le climat. Emmanuel Macron nous annonce, ça commence au Sénat le 17 janvier, on va construire de nouveaux EPR. Mais le seul qu'on a essayé de construire, ça fait 15 ans qu'on est enlisé, c'est un fiasco industriel massif. On devait en vendre dans le monde entier. Ça ne marche nulle part. On n'arrive plus à les vendre. Ça a provoqué la faillite d'Areva. Ça aurait provoqué la faillite d'EDF si le contribuable français ne se portait pas à la rescousse. Et donc la tentative de sabotage nucléaire français vient de cette filière elle-même. Ça, on vous a entendu. Sur Fukushima, une petite réponse, Marine Tondelier. Mais enfin, on ne va pas expliquer que Fukushima, c'était normal et qu'il n'y avait pas de problème. On peut faire des bilans tant qu'on veut, mais il y a quand même eu un problème de radioactivité, des effets sur la santé et sur l'environnement à très long terme. Enfin, moi, je veux bien être dans un discours où on explique qu'il n'y a pas eu de problème à Fukushima, mais là, on va avoir un petit sujet quand même. Bernard Accoyer. Et puis, si on peut parler de l'uranium après. Bernard Accoyer, sur le fait de dire qu'il y a eu une frayeur mondiale avec Fukushima. Mais pas qu'une frayeur, des conséquences. Il y a eu également un certain nombre d'alertes en France parce que le niveau des fleuves baisse avec le réchauffement climatique, ou bien au contraire il augmente, il y a des crues, et donc ça peut poser éventuellement des questions liées au refroidissement des centrales. Alors la sûreté de l'énergie nucléaire, elle est juste celle qui est la plus contrôlée de toutes les énergies. Nous avons en France l'autorité de sûreté nationale nucléaire, à l'ASN, nucléaire, dont Madame Tondelier a dit des choses pas très claires sur elle. C'est au contraire l'autorité la plus exigeante au monde, et le avec une transparence absolue. Et la sûreté est vraiment assurée. Ça, il y a absolument aucun problème. Mais évidemment, c'est très facile de faire peur. Moi, je suis médecin. C'est très facile de faire peur à quelqu'un sur les questions de santé. Instrumentaliser les peurs, c'est je trouve, extrêmement dangereux. Fukushima, ça faisait vraiment peur, Bernard Accoyer. Et mon but, je vais vous le dire, c'est de réconcilier la science avec la décision publique. Parce que depuis qu'on s'est éloigné de la priorité de prendre en compte les connaissances scientifiques, les développements technologiques, eh bien, on s'est privé d'outils extraordinaires. Et sur le nucléaire, les développements de la filière permettent évidemment de régler le problème des émissions on de vous CO2 a entendu là-dessus, mais de sûreté. Je vais dans ce cas-là vous poser une question personnelle, Bernard Accoyer. Pendant l'épisode de Fukushima, vous, personnellement, vous n'avez pas eu peur? Non, je n'ai pas eu peur, parce que j'ai suivi les choses de très près, même aussi au début, on a pu s'interroger. Lorsqu'on voit les images particulièrement spectaculaires de l'explosion des enceintes, c'est lié à un dégagement d'hydrogène, parce qu'il n'y avait pas de capteur d'hydrogène. En France, nos centrales sont équipées de capteurs d'hydrogène. L'accident de Fukushima est lié aussi au fait que la sûreté nucléaire japonaise était faite par mécanismes qui étaient liés aux entreprises elles-mêmes. Là, c'est une autorité totalement indépendante en France, l'ASN. Elle va d'ailleurs bientôt fêter ses 50 ans. Et donc, les précautions qui avaient été prises pour une centrale qui avait été construite sur une faille sismique qui est probablement l'une des plus actives au monde étaient gravement insuffisantes. Et c'est ça le problème de Fukushima. Mais dire qu'il y a des sources d'énergie qui ne comporteraient aucun problème et aucun risque, c'est faux. On ne peut pas comparer les risques d'une éolienne et les risques d'une centrale nucléaire quand même. Mais il y a aussi des conséquences environnementales. Mais on ne peut pas comparer les deux. Ça, c'est pas possible, par exemple. Excusez-moi, le risque nucléaire... Les autorités de sûreté nucléaire d'Europe, de toute l'Europe, disent la même chose. Pas en même temps. Bernard Accoyer, une conclusion, et ensuite c'est Marine Tondelier qui aura la parole.
une conclusion sur la sûreté. Sur le point que vous évoquez là, sur le fait qu'il n'y a pas d'énergie qui soit... Ah oui, mais si vous voulez, bien entendu. D'ailleurs, les statistiques qui sont établies sur le nombre de morts liées aux différentes technologies qui permettent de produire de l'électricité montrent que celle qui a fait le moins de morts dans le monde, c'est le nucléaire. Et donc, c'est quand même un critère. Marine Tondelier va vous répondre là-dessus. Sur la sûreté du nucléaire ? Non, sur la question de voir que les autres énergies ont, elles aussi, selon Bernard Accoyer, des effets secondaires qui peuvent être des effets secondaires. Mais si une éolienne se met à se dévisser et à tomber, c'est quand même pas le même problème que si un réacteur entre en fusion en France. Je n'aimerais pas parler à la place de Bernard Accoyer, mais je pense que je vous ai répondu sur ce point. Non, mais en 1999. Sur la question du mix énergétique allemand, qui est souvent Non, mais moi, invoqué. je vous ai dit qu'en Allemagne, ils sortent du nucléaire complètement, c'est fait. Ils développent massivement les renouvelables et la part des fossiles est passée de 56% en 2011 à 40% aujourd'hui. Donc je viens de répéter 5 fois. Les émissions de carbone. Oui, mais regardez la pente. Et juste sur la sûreté, je précise quand même, parce qu'on part de le Japon, ça a l'air loin et tout ça. En 1999, à Blayais, près de Bordeaux, on frôle quelque chose de gravissime, puisque les terrains autour de la centrale sont inondés, que la digue est franchie, que les secours n'arrivent pas parce qu'il y a une inondation, et que c'est les responsables successifs de l'autorité de sûreté nucléaire française, et là encore, ce n'est pas le lobby de l'éolien, c'est l'autorité de sûreté nucléaire française qui n'exclut pas le risque d'un incident en France. Marine Tondelier, je reprends l'argument qu'invoquait Bernard Accoyer tout à l'heure, l'idée que le nucléaire est un tampon indispensable, puisque les renouvelables, l'éolien par exemple, sont des énergies intermittentes, et qu'il faut donc une manière de produire de l'énergie quand il n'y a pas de vent, pas de soleil. Les centrales sont intermittentes. À l'automne, 26 réacteurs étaient fermés en France sur 56. C'était pas de la faute des écologistes. Pour des raisons de corrosion, pour des raisons de malfaçon, pour des raisons de micro-fissures dans les soudures des coudes des Je pense que vous ne répondez pas à ma question. Je ne vous en veux pas. Non, mais ne nous disons pas que l'éolienne c'est alternatif et que le nucléaire ça marche bien tout le temps. Comment supprimer les centrales à charbon, les centrales qui provoquent une énergie ou qui contiennent une énergie pilotable? Mais les Allemands vont le faire. Ils sont en train de le faire. Et comment Mais ils sont en train de le faire. Non, excusez-moi. Ils sont en train de le faire. Et moi, ce que je refuserai de me faire enfermer dans un choix entre le climat et le nucléaire. On peut faire les deux. Les scénarios le montrent. Mais Negawatt, ce sont des gens sérieux. Ils le montrent. Non, Negawatt, c'est une association militante anti-nucléaire et décroissante. Alors que vous, pas du tout, monsieur. Association patrimoine, liberté nucléaire, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire aussi, pas tous les deux. Alors, dire aussi Marine Tondelier, sur la question du pilotable, je vous ai répondu 5 fois. Oui, c'est possible. 100% nucléaire, 100% renouvelable, plus d'énergie fossile, pas de nucléaire, et en respectant les objectifs climat. C'est possible. Il y a plein de scénarios. Allez voir le scénario de Negawatt. Je ne peux pas vous expliquer le détail de chaque, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais il y a de l'hydrogène, il y a du solaire, il y a de l'éolien sur Terre, offshore. Il y a aussi la sobriété à mettre en place. L'hydrogène, c'est pas du renouvelable. Ça dépend comment il est produit, mais ça fait partie du mix énergétique souhaitable pour sortir du nucléaire. Bon, et donc Bernard tout ça, c'est possible. Et c'est possible aussi, parce qu'on peut enchaîner là-dessus, pour l'indépendance aussi de la France vis-à-vis de la Russie. On a parlé de l'Ukraine tout à l'heure dans votre journal, et je pense que c'est important aussi que vos éditeurs sachent d'où vient l'uranium et où il part une fois qu'il est sous forme de déchets. Je pense qu'on peut en parler après. L'autre critique adressée au nucléaire, une critique inquiétante, c'est la question des déchets. Bernard Accoyer, comment sont-ils traités aujourd'hui et comment surtout comptez-vous les traiter à l'avenir? Alors, il n'y a pas de déchets industriels plus surveillés que les déchets nucléaires. Ils sont tous répertoriés et chaque année et en continuité, ils le sont. Ils sont entreposés, ils sont stockés dans des conditions qui ne posent pas de problème de sûreté. Et pour les déchets ultimes de haute activité et de longue vie, la technique qui consiste en un enfouissement en couche géologique profonde est une technique qui scientifiquement est admise dans le monde entier, qui est mise en œuvre en Suède, en Finlande, et le projet français de Bure, en Lorraine, est un projet qui ne demande qu'à être mis en œuvre. Je crois qu'il y a 2-3 oppositions. Qu'il y ait une opposition radicale de la part de l'écologie politique, oui, c'est vrai, mais sur le plan scientifique et sur le plan technique et sur le plan de la sûreté, les solutions connaissent. Et puis, la pollution des nappes phréatiques. Bernard Accoyer, juste un point. Oui. La pollution des nappes phréatiques par les déchets nucléaires, donc pas dans 10 000 ans maintenant. Non, ça, c'est
juste pas possible parce que l'enfouissement en couche géologique profonde, c'est à 500 mètres de profondeur, donc c'est beaucoup plus loin que les nappes phréatiques. Ce problème ne se pose pas. Et encore une fois, il n'y a pas de déchets industriels, quels qu'ils soient, qui soient autant surveillés, autant réfléchis, autant scientifiquement traités que les déchets nucléaires. Et les déchets industriels, c'est un vrai problème, hein. Et puis alors, les déchets du charbon, qui sont radioactifs. Pardonnez-moi Bernard Accoyer, un point auquel vous n'avez pas répondu parmi les remarques de Marine Tondelier, la question du coût du nucléaire et de son efficacité. L'EPR est, a-t-elle dit, une sorte de tonneau des Danaïdes, ça ne marche pas. Du fiasco industriel. Mais ce qui est dommage, c'est d'avoir des solutions à l'emporte-pièce, Madame Tondelier. Vous balayez 80 ans de travail scientifique, un progrès incroyable dans la maîtrise de la fission, un travail scientifique qu'il faut respecter et des applications qui ont permis, je vous l'ai dit, d'éviter 2 millions de morts dans le monde. Ce chiffre, excusez-moi, je vais le vérifier parce que ça fait 3 fois que vous le répétez, ça me paraît un peu Parce que l'énergie nucléaire n'émet pas de particules. D'accord, alors c'est fantastique. Pourquoi le monde entier ne fait pas comme Marine Tondelier, on va juste laisser Bernard Accoyer, juste sur la question, l'EPR, ça coûte très cher, ça ne marche pas. Alors, c'est une tête de série qui a été d'abord un projet franco-allemand, avant que pour des raisons purement politiciennes, d'abord Schröder en 98, et ensuite Madame Merkel en 2011, pour des raisons politiques, elle l'a dit aussi, parce qu'elle souhaitait pouvoir nouer une grande coalition avec les Verts allemands, et que pour les Verts allemands, là encore, il n'est pas question de faire autre chose que de sortir du nucléaire. Madame Merkel a dit on arrêtera le nucléaire. Résultat, l'électricité en Allemagne est produite aujourd'hui en grande partie avec des énergies fossiles et le bilan carbone de l'Allemagne est cataclysmique et nous respirons les microparticules qui sont produites au bord de nos frontières et qui, elles, sont mortelles. Parce que les énergies fossiles provoquent dans le monde pas loin d'1 million de morts par an. Il y a beaucoup vous m'avez soupçonné d'agiter des stratégies de la peur, mais ces millions de morts causés par les antinucléaires m'impressionnent aussi. J'irai bien sûr vérifier ces chiffres. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez foi dans le marché. Vous êtes un libéral, vous avez foi dans le marché. Si le nucléaire est rentable et ça marche, pourquoi le marché privé ne s'en empare-t-il pas ? Pourquoi le monde entier ne s'arrache-t-il pas cette technologie ? On a, avec l'EPR, un exemple formidable d'un prototype qui ne marche pas, ça pourrait pas moins marcher, en fait, ça fait 15 ans que ça marche pas, ça a coûté déjà 6 fois le prix annoncé, et donc qu'est-ce qu'on dit comme ça marche vraiment pas ? Tiens, on va en faire 6. On va en faire 6. Et on base tout le respect de nos engagements climat, l'accord de Paris, et donc quand même l'habitabilité de la planète à horizon 30 ans, hein, moi si tout va bien je serai encore là, et donc tout le fait qu'on puisse respecter les accords de Paris, sauver le climat, repose entièrement sur un truc dont on sait que ça marche pas, et qui, même si ça marchait, n'ouvrirait pas avant 2045. Et pendant ce temps-là, on fait quoi ? Sur aussi le mythe, puisque il y a beaucoup de mythes dans le lobby nucléaire, il y a des choses comme ça, mais dans le monde merveilleux des pro-nucléaires, c'est l'indépendance de la France et la puissance de la France. Ça nous a ridiculisés sur le plan international. Plus personne ne veut acheter nos centrales parce qu'elles ne marchent pas. Et sur l'indépendance, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, entre 2000 et 2020, il y a 19 000 tonnes d'uranium naturel qui ont été importées de Russie, et le reste qui vient du Kazakhstan et d'Ouzbékistan transite par la Russie. Le 25 août 2022, en pleine sanction sur l'Ukraine. On va laisser répondre Bernard Accoyer. Et nos déchets, ils repartent, sont traités en Sibérie. Surtout qu'il aura peu de temps pour répondre. Bernard Accoyer, c'est peut-être le dernier élément. Le nucléaire, ça n'est pas du renouvelable, et par conséquent, il faut importer du combustible d'endroits, comme la Russie. Alors, la France dispose sur son sol de 4 années de réserve d'uranium naturel. Et le Canada et l'Australie, qui sont des producteurs, des producteurs d'uranium, ne sont pas des pays que je sache qui posent des problèmes démocratiques ou autres. Sur l'EPR, encore une fois, c'est une tête de série. Il y a eu des pertes de savoir-faire. Elles sont reconstituées. Il y a dans le monde 3 EPR qui fonctionnent déjà sur le modèle français, 2 en Chine, 1 en Finlande. Et il y a plusieurs chantiers qui sont soit en cours, soit en préparation, notamment en Grande-Bretagne. Sur la place du nucléaire dans le monde, le GIEC, comme d'ailleurs l'Autorité internationale de l'énergie, considère qu'il est
impossible d'atteindre les objectifs climatiques sans qu'il y ait une part de nucléaire c'est pas vrai non plus. qui participe. C'est ce que On dit ne peut pas faire dire ça au GIEC, c'est pas vrai. C'est ce que dit, c'est écrit dans le rapport. Et donc tous les grands pays que sont vrai. les USA, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, tous ces grands pays ont réactivé, le Japon ont réactivé de façon très puissante leur filière nucléaire. Bien sûr que la France, qui a dans ce domaine une expérience et des hommes et des équipes, doit se tourner à nouveau. C'est ce qui est prévu dans les prochains textes et c'est une bonne chose pour le climat et pour notre avenir économique et social. Merci Bernard Accoyer. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale et vous présidez l'association Patrimoine nucléaire et climat. Vous publiez donc une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup. Marine Tondelier, je rappelle que vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts.